Le dialogue politique, la situation sociale, l'économie du pays, l'actualité sous-régionale. Pour aborder toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche 25 mai 2025 Amadou Kanouté, fondateur du Psychodev Afrique, et Birahim Gueye, professeur titulaire des universités agrégé en sciences de gestion à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. Dimanche 25 mai 2025, bienvenue à l'Air du Temps, que ce soit aujourd'hui Amadou Kanouté. Amadou Kanouté est le directeur exécutif et fondateur de Psychodev Africa, institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement basé à Dakar, capitale du Sénégal. Bien avant ça, Kanouté a eu à travailler dans beaucoup d'ONG internationales. Nous sommes aussi avec Birahim Gueye qui est professeur titulaire des universités, agrégé en sciences de gestion, Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Alors, Birahim Gueye, vous êtes économiste, vous travaillez beaucoup sur la question de la gestion de l'économie. Comment va l'économie du pays? Bonjour Alassane, bonjour monsieur Kanouté. C'est un plaisir de passer cette émission avec vous. L'économie sénégalaise vit actuellement un contexte de transition. Nous sommes passés d'un régime politique qui avait fait du plan Sénégal émergent un axe de développement qui était essentiellement fondé sur la construction d'infrastructures et un système de redistribution au niveau social qui permettent à une population sénégalaise de pouvoir disposer de ressources minimales pour assurer la survie, notamment dans les zones les plus reculées. Aujourd'hui, nous avons un nouveau régime qui, tout en capitalisant sur ce qui a été fait, essaie de mettre en place des mécanismes d'équité territoriale beaucoup plus élaborés à travers l'exploitation des potentialités dans les différentes régions du pays, mais aussi un contexte marqué par ce qu'on appelle la réduction des comptes, qui vise à traquer en tout cas ceux qu'on a accusés d'avoir mal géré ou d'avoir utilisé de manière malencontreuse les ressources publiques, ce qui a créé aussi un niveau de stress et de tension dans l'économie et qui a touché beaucoup de secteurs d'activité. On pense spontanément au secteur de l'immobilier, avec tout ce qu'il y a eu comme arrêt des chantiers. On peut penser aussi au système de la consommation de manière générale, parce que, comme on le dit actuellement, l'argent semble ne pas circuler, en tout cas pas à une vitesse suffisamment bien élaborée pour que des phénomènes de redistribution sociale puissent s'opérer et permettre aux uns et aux autres d'avoir des ressources suffisantes pour pouvoir fonctionner. Donc tout cela fait qu'il y a cette perception d'une économie qui ne marche pas, mais qui n'est pas forcément la réalité. Dans certains segments, on a l'impression que l'argent manque et aujourd'hui, on n'a pas l'impression, à la veille de la Tabaski par exemple, d'avoir le même type de rush qu'on pouvait attendre. En tout cas, on ne sent pas une économie qui tourne véritablement. Mais je pense que ça mérite une analyse beaucoup plus approfondie pour pouvoir dresser l'état de l'économie du Sénégal. Les perspectives sont jugées prometteuses par la plupart des instituts, par exemple la Banque mondiale qui considère que le Sénégal pourrait entrer dans une phase avec une croissance qui dépasse 8% compte tenu de l'exploitation du pétrole et du gaz. On pense que si les problèmes liés à la dette et liés au niveau d'endettement sont jugulés, on pourrait se retrouver dans une économie qui redémarre de manière substantielle avec un socle beaucoup plus propre. Donc tout cela peut aussi faire espérer des perspectives encourageantes. Oui, Amadou Kanouté, par rapport à l'économie du pays, quelle est votre appréciation? Bonjour professeur Gueye, aussi un plaisir partagé de pouvoir participer ensemble à cette émission-là. Bonjour Alassane, bonjour à tous vos auditeurs. Ça faisait bien longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de revenir. Bienvenue chez vous. Eh bien voilà, je suis très content d'être là ce matin. Mais écoutez, l'argent ne circule pas. Il l'a dit le professeur Gueye, parce qu'effectivement, la Cour des comptes a révélé une situation qui n'était pas reluisante de notre situation économique. Et donc, du coup,
avec cet environnement de reddition des comptes, il va de soi que l'argent n'est plus dans le circuit économique. Et donc, rappelez-vous, ce gouvernement est venu en disant « Nous voulons travailler autour de 3 concepts. » Le premier, c'était la souveraineté. La notion de souveraineté qui suppose que nous puissions quand même trouver nos propres ressorts sur lesquels nous pouvons bâtir notre économie et repartir, être plus autonome, être plus indépendant. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose qu'ils ont dit qu'ils voulaient, c'est justice sociale. C'est l'état de droit. Donc, les questions de redevabilité dans lesquelles nous sommes en ce moment. Mais encore plus important, c'était cette notion de transformation systémique. C'est-à-dire regarder chacun des systèmes qui existent au Sénégal, que ce soit le système de santé, le système d'éducation, les systèmes sociaux en général, l'agriculture. Regarder tous ces secteurs-là comme des systèmes et se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas là-dedans et que nous devons inverser. Alors, tout cela fait que nous sommes dans une période un peu d'attentisme, une période où le levier ou le curseur est plutôt posé sur comment nous nous organisons, comment nous faisons en sorte que nous puissions repartir. L'argent ne circule pas, alors il faut qu'on puisse aller le chercher. Où aller le chercher? Si on a une perspective souverainiste, évidemment, il va falloir qu'on puisse discuter avec les paradigmes qui avaient guidé notre économie auparavant, où on dépendait beaucoup de l'extérieur. Il va falloir réviser notre approche des modes de renégociation de nos accords avec nos partenaires. Et même les accords commerciaux qu'il va falloir qu'on renégocie, qui ne répondent pas à notre attente de souveraineté. Il y a des accords commerciaux qui sont tout à notre défaveur. Il faut que nous puissions nous poser ces questions. Donc, globalement, Alassane, une économie pas reluisante, parce que ailleurs, il va falloir aller les chercher pour requinquer notre économie. Mais est-ce qu'on a les moyens de renégocier, compte tenu de notre position, notre faiblesse économique? Non, nous avons toujours des moyens de renégociation des contrats. Le hasard faisant bien les choses, nous avons du pétrole, du gaz, mais au-delà, je pense que nous avons des ressources humaines d'abord, une population jeune, connectée au monde, capable de comprendre les dynamiques dans lesquelles s'inscrivent le monde d'aujourd'hui et qui fait aussi du Sénégal un vivier de consommateurs assez important. Tous les pays du monde cherchent où trouver des marchés. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons des moyens de renégociation à condition qu'on sache mettre les choses dans le sens de nos intérêts. Et mettre les choses dans le sens de nos intérêts signifie tout simplement être capable de savoir quel est le pouvoir de négociation relatif que nous avons par rapport à nos interlocuteurs, mais au-delà, par rapport aussi à tout ce qui pourrait offrir la même chose ou des offres qui sont plutôt substituables. Et c'est dans ce cadre-là qu'on doit comprendre quelle est notre place dans les différentes organisations régionales et sous-régionales dans lesquelles nous sommes insérés. Je parle de la CEDEAO, je parle de l'UEMOA, je parle de l'Union africaine à travers la ZLECAf. Quel est en tout cas, la place que le Sénégal devrait prendre pour pouvoir offrir quelque chose qui soit suffisamment incitative pour pouvoir discuter des contrats, des conventions, des coopérations que nous avons avec nos partenaires internationaux. Mais il est aussi important d'avoir une perspective endogène, on parlait de souveraineté tout à l'heure, qui permettent de mettre sur la balance des arguments. C'est pour ça que j'avais beaucoup aimé l'appel que le gouvernement avait fait en termes de l'appel, comment ça s'appelait encore, ce qui avait permis d'avoir de l'argent là, l'appel public qui avait été fait. C'était bien parce que ça permet de montrer aux bailleurs de fonds internationaux, à nos partenaires, que on a des possibilités de mobilisation de ressources financières longues,
qui pourraient aider à financer un certain nombre de projets. Mais aussi montrer que nous avons une population qui est citoyenne, qui est sur le plan du civisme engagée à agir dans le sens du développement du pays. Tous ces éléments-là peuvent constituer des arguments à mettre sur la table. Mais par-dessus tout, et je pense que c'est là où on pêche parfois, c'est d'avoir parmi les négociateurs des gens profondément engagés pour l'intérêt national. Ne pas avoir ce que j'appelle des citoyens mondes. Il faut avoir des citoyens d'abord orientés dans l'intérêt du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de grands experts, entre guillemets, qui sont mis en avant, qui sont ce que j'appelle des citoyens mondes, capables de se mouvoir dans n'importe quel habit et pouvant défendre des intérêts qui ne sont pas véritablement les intérêts du Sénégal. Et ça aussi, ça constitue des blocages assez importants pour mettre en avant l'intérêt du pays. Oui. Kanouté, comment réformer l'économie en maintenant les acquis? Parce qu'on regarde les acquis. Les acquis qui étaient là, surtout les acquis sociaux. Parce que depuis quelque temps, avec la tabasse qui arrive, on entend les femmes et les familles qui avaient accès aux bourses familiales en train de râler en disant que les bourses ont été coupées. Alassane, c'est vrai, le rapport de la Cour des comptes a révélé une situation, quand même, il faut le dire, catastrophique. Tout à fait. Et donc, à partir de l'analyse de cette situation, il nous faut arriver à trouver les moyens de repartir. Alors, tous ces acquis sociaux qu'on avait, il faut les reconstruire. Il faut bâtir là-dessus. Il vient de tenir avant-hier le Conseil interministériel sur l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Qui définit des orientations qui me semblent tout à fait pertinentes en matière de comment relancer notre économie. Mais à la différence que cette fois-ci, on part de l'existant, on part de ce qu'il y a chez nous, l'endogénéité. Et ça, c'est extrêmement important. Alassane, la notion de citoyenneté fiscale est importante. Allez aujourd'hui aux impôts et domaines. Pendant qu'il y a quelques années, c'était plutôt comment faire de l'évasion fiscale, aujourd'hui, les gens se sentent responsables en disant il faut que j'aille payer mon impôt, il faut que j'aille payer mes taxes. Ça, c'est une première source par laquelle nous pouvons mobiliser des ressources domestiques. Il faut qu'on puisse renégocier les contrats. Alassane, il y a eu tellement de contrats léonins qui ont été signés et sur lesquels il faut que nous ayons la capacité de négocier et de dire nous voulons bien que vous restez en tant qu'entreprise multinationale dans notre pays, mais tels que ces contrats ont été négociés, ils ne sont pas en notre faveur. Oui, en même temps. Rééquilibrons. Très bien. En même temps, comment gérer les urgences? Comment gérer? Les urgences. Les besoins, mais c'est justement cela. Tout cela, les besoins, c'est essentiellement un besoin de ressources financières pour pouvoir y faire face. Les gens ont des besoins dans des secteurs très spécifiques que nous connaissons. Les gens veulent se soigner, les gens veulent se nourrir, les gens veulent s'éduquer, les gens veulent se vêtir, se loger. Ça, c'est les besoins fondamentaux, les besoins essentiels. Il faut donc que nous puissions trouver les moyens qui nous permettent de répondre à ces différents besoins-là. Mais alors, il faut aller chercher l'argent où ça se trouve. Alors, on me dit que maintenant, il y a une proposition qui est dans l'air, même si ça n'est pas encore officiel, qu'on va demander à ce que les cautions payées par les locataires doivent être déposées à la caisse de dépôt et de consignation. Et que cela, imaginez ce que ça veut dire. Vous prenez la région de Dakar, 53 personnes des gens qui vivent dans la région de Dakar vivent en location. Oui. Mais ça veut dire qu'il y a là une manne, une richesse qui est entre les mains de qui? À travers les cautions, entre les mains des propriétaires, des bailleurs. Mais alors, moi je préfère qu'on prenne cet argent, que ça puisse être mobilisé à la caisse de dépôt et de consignation, que ça puisse servir à, avec les intérêts,
que ça va produire, pouvoir financer des logements sociaux. Et ça donne en plus la garantie aux locataires que à la fin de son contrat, après avoir fait l'état des lieux, il a la possibilité de récupérer tout son argent. Ce qui n'est pas toujours le cas quand l'argent est entre les mains des bailleurs. Mais il faut une loi pour ça. Il faut une loi. Eh bien oui, peut-être que ça va aller vers ça. Est-ce qu'on peut forcer un bailleur privé qui a sa maison d'accepter cette situation-là? Il peut fermer sa maison, ne pas la louer. Mais sa maison n'est pas à louer. Il faut que nous puissions, quand on parle de citoyenneté fiscale, de responsabilité des Sénégalais dans l'intérêt du Sénégal, c'est justement des comportements comme cela qu'il faut que nous puissions nous assurer que nous les avons. Faire en sorte que cet argent soit dans les circuits économiques au lieu que ça soit dans les circuits retenus par quelques personnes et quelques banques. Je préfère que cet argent aille quelque part où ça pourra être utilisé pour des logements sociaux. Il faut négocier les contrats, on l'a dit. Mais Alassane, il faut aussi se battre contre les flux financiers illicites. Absolument. L'évasion fiscale dans ce pays, c'est incroyable. Des avantages, des exonérations qui sont donnés à tout vent, ce qui fait que très souvent, l'efficacité qu'on en attend n'est pas toujours là. Il faut lutter contre la corruption. Oui, absolument. Donc, il y a là des niches qu'il nous faut explorer si nous voulons lever des ressources domestiques. Et c'est ces ressources domestiques, tout en y ajoutant la capacité de renégociation dont a parlé le professeur Gueye, alors il nous est possible en ce moment de dire nous pouvons mobiliser des ressources locales à hauteur de temps et aller maintenant chercher auprès des partenaires. Mais là, on est plus à l'aise pour négocier. Mais justement, est-ce que ces questions fondamentales économiques, ce n'est pas celles qu'on devait discuter au dialogue national ou politique tonti? On doit avancer un dialogue politique systémique sur la situation des partis politiques. Alors que le problème du Sénégal, comme l'a si bien dit le Premier ministre, c'est un problème économique qu'on a. C'est un problème de finances qu'on a. C'est un problème de développement qu'on a. En tout cas, je pense que les hommes politiques ont peut-être raison de vouloir discuter du système politique, des modes d'élection, de la question du parrainage. Ça peut être important. Et le fait d'organiser ce dialogue dans un temps assez long par rapport à l'organisation d'élections me semble être une bonne chose. Mais on ne peut pas limiter le dialogue au Sénégal au dialogue politique. Je pense que nous avons besoin d'un dialogue national beaucoup plus profond sur l'ensemble des enjeux de société et des enjeux qui concernent les populations. Aujourd'hui, on a parlé de l'économie qui devrait, en tout cas, être beaucoup plus lisible et permettre aux uns et aux autres de savoir comment s'y investir de manière à ce que ce ne soit pas seulement les politiques conduites par le ministère de l'économie et des finances ou par les différentes agences au niveau gouvernemental qui dessinent l'économie, mais que les populations s'approprient véritablement l'économie. Ça demande un dialogue sur le système économique qu'on veut mettre en place. Les Sénégalais ne savent pas véritablement de ce point de vue-là. On devrait pouvoir aujourd'hui parler de la question de la gestion. Aujourd'hui, on peut définir le système économique du Sénégal. C'est quoi le système? Il est libéral, il est social, il est socio-libéral, il est quoi? En fait, le système politique sénégalais semble... Économique. Le système économique sénégalais semble aller dans une perspective keynésienne. Mais ce n'est pas assumé comme tel, véritablement. Parce que l'État, par exemple, on parlait tout à l'heure des filets sociaux, les bourses de solidarité familiale et autres, qui sont en train d'être rediscutés ou, voilà, je préfère utiliser la terminologie officielle. On n'est pas dans une logique de suppression, mais d'analyse et de compréhension de ce qui s'est passé. Mais la réalité, c'est que les familles qui devaient l'avoir ne l'ont plus. Pour l'instant, c'est ça. Ça c'est qu'ils vivent. Mais ça, il y a un discours qui est là. Il faut aussi qu'on tienne compte du discours officiel qui est là. Il y a le discours, il y a la réalité des faits. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce besoin-là d'avoir un système économique qui soit plus lisible. À titre personnel, je pense qu'on est dans un contexte de développement économique qui nécessite une intervention de l'État au-delà de ce que l'on dise par rapport à cela. Il faut que l'État soit un acteur
pivot dans le développement de beaucoup d'écosystèmes. Aujourd'hui, il est important qu'on soit dans une logique où on fait la promotion de l'économie de l'usage. Aujourd'hui, on a été beaucoup trop tenaillé entre l'économie de l'offre et l'économie de la demande. On sait que ça ne favorise pas le développement de secteurs à orientation de convergence économique qui permettrait de faire d'un secteur un pivot central pour promouvoir des entreprises scalables, c'est-à-dire des entreprises qui peuvent atteindre un niveau d'échelle beaucoup plus important. On a fait la promotion de l'entrepreneuriat au Sénégal, mais c'est un entrepreneuriat de subsistance, un entrepreneuriat de pauvreté. Il nous faut arriver à promouvoir des entreprises qui atteignent un niveau de développement suffisamment important pour générer de l'emploi de manière significative, pour contribuer aux ressources fiscales de l'État, pour pouvoir aussi être des acteurs de transformation nationale. Aujourd'hui, il faut qu'on aille dans ce sens-là, et à l'image, par exemple, de pays africains comme le Maroc qui l'a réussi, comme le Kenya qui l'a réussi, comme le Rwanda qui l'a réussi. On peut aller en dehors de l'Afrique, Vietnam, Bangladesh et autres. Je pense qu'il nous faut inscrire un vrai projet économique qui permette de développer un vrai, en tout cas, un tissu entrepreneurial national suffisamment bien élaboré pour permettre à ce que l'on ait des entreprises qui soient capables de recueillir 100, 200, 300 personnes. Il ne faut pas en avoir 2 ou 3 entreprises, il faut compter des centaines d'entreprises. C'est un terme clair et un peu de lisibilité. On ne peut pas dire, par exemple, écoutez, au Sénégal, on met l'accent sur les services. C'est ça qu'on va faire qui va booster les autres secteurs. Mais ici, on est dans une situation où on ne sait pas, on est ni. On n'a pas une lisibilité claire. Il nous faudrait avoir une meilleure lisibilité qui permette autour de l'usage d'avoir des pivots capables de drainer l'économie. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'économie de la mobilité. Autour de la mobilité, on devrait pouvoir avoir dans une logique, spatiale. Non, dans une logique spatiale et avoir aussi dans une logique de mobilité conjointe, avoir le système TER, le système BRT, le système Dakar-Demdik qui soit conjugué de manière à ce qu'autour qu'il y ait une économie véritable. Autour du bio, on devrait pouvoir avoir une économie centrée sur l'agriculture, sur la pharmacopée, sur tout ce qui tourne autour de la promotion de nos richesses au niveau agricole. On peut aussi, à partir de l'économie éducative, avoir une polarisation d'offres qui permettent au Sénégal de pouvoir tirer profit de ces avantages comparatifs. C'est autour de ces questions-là qu'il nous faudrait avoir un dialogue, qu'il nous faudrait avoir des discussions qui permettent à ce que les difficultés que nous vivons à l'université, les difficultés qu'on vit dans les écoles, les difficultés qu'on vit dans les quartiers, la question de l'insécurité ambiante, que toutes ces questions-là soient contournées. Mais si on reste seulement sur le dialogue politique, je pense qu'on n'aura pas atteint les résultats qui devraient en tout cas être notre objectif. Kanouté, on est dans une situation où on a fait beaucoup de dialogue au Sénégal, il y a beaucoup de conclusions qui ont été faites, mais ils servent plus le dialogue à ce que les politiciens s'entendent entre eux. En ce moment, sur le plan économique, le pays est là, les Sénégalais continuent toujours de vivre la pauvreté. On ne parle pas d'économie de façon très claire et de façon précise. Alors ça, nous avons un problème de développement, mais il faut qu'on soit plus spécifique. Nous avons particulièrement un problème de choix de modèle de développement. C'est ça qui est fondamental. On n'a pas de choix, on n'a pas un modèle clair. Le modèle que nous choisissons est crucial. Si les nouvelles autorités nous disent nous voulons aller vers la souveraineté, alors ça permet de guider tous les actes qui vont venir après. Alassane, quand tu as une économie agricole, mais qui est complètement extravertie, complètement tournée vers l'extérieur, les subventions que l'on met dans cette agriculture, c'est beaucoup plus pour des produits à l'exportation qu'à la consommation locale. Nous avons un problème. Quand nous avons une économie, une agriculture ou un système alimentaire, une politique alimentaire qui repose pour 1000 milliards 700 millions de francs CFA sur des denrées alimentaires importées, nous avons un problème. Quand nous avons un système de santé
dans lequel l'État ne contribue que pour 15% aux soins de santé primaires. Toutes ces maladies qui doivent être gérées au niveau le plus proche, l'État n'y met que 15% pour financer cela. Tout le reste, c'est vous et moi, les ménages, ou alors les partenaires techniques et financiers. Alors nous avons un problème. Notre économie est excentrée, notre économie est orientée vers l'extérieur, et c'est ça le modèle qu'il nous faut inverser. Donc quand je les entends dire nous voulons aller vers un système qui nous permet une transformation du système, ma compréhension est le modèle que nous choisissons doit nous permettre de pouvoir gérer en premier les problèmes ici au Sénégal par nous-mêmes. Et cela est tout à fait possible. Mais quand est-ce que cela sera concrétisé? Parce que je pense qu'on a l'impression que tout ce qu'on dit aujourd'hui, qu'on a tellement dit, redit, des séminaires à longueur de journée, à longueur de mois, dans les hôtels et tout, les conclusions sont là, mais il n'y a rien à appliquer. On en parle, il suffit, on a l'impression que dès qu'on le dit, que c'est fait. Non. Il n'y a pas d'action derrière. Il n'y a pas d'action derrière, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation. Aujourd'hui, c'est le temps de l'action. On l'a dit, et c'est sur ça que nous... On l'a dit sur Diouf, on l'a dit sur Abdoulaye Wade, on l'a dit sur Macky Sall, on l'a dit sur Senghor. Exactement. On le redit encore aujourd'hui. Exactement. Alassane, quel en a été le résultat? Tous ces gens qui n'ont pas pu faire suivre leur vision d'une action, c'est de l'air chaud. Et ça donne quoi? Le résultat, c'est beaucoup plus de jeunes qui partent, chômage beaucoup plus grand, et c'est là. Ce gouvernement a été élu et je suis sûr qu'ils en ont conscience sur deux choses. La première, c'est les jeunes, avec leurs besoins. Et ils sont pressés. Nous sommes à 1 an et demi depuis qu'ils ont été élus. Ils sont en train de mettre en place les fondements, mais c'est déjà très long pour les jeunes qui attendent. Ils disent, on n'a encore rien vu, il n'y a pas encore d'action. Mais moi, je préfère une action bien réfléchie, une action bien fondée sur des orientations. C'est ce qui a été fait durant cette année et demie. Donc, les actions doivent suivre. Et c'est là que nous les attendons. La redevabilité. Nous dire, voilà les ressources qui ont été accumulées, qui ont été récupérées, mobilisés, et voilà comment ça a été utilisé. Et de manière claire, c'est là qu'on les attend. L'action. C'est là qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais sont en train de dire, il nous faut être clair sur où nous allons, ce qui est en train de poindre, on le voit poindre, avec la vision 2050, on voit cela. Mais nous, est-ce que ce sont ces questions, on a été consultés. Est-ce que ce sont ces questions qu'on doit discuter au dialogue politique national? Écoute, le dialogue politique, à prime abord, moi, ma vision, c'est le dialogue. Quand vous regardez les termes de référence, c'est essentiellement politique. Bien qu'on dise dialogue national, mais c'est essentiellement politique. Ça veut dire que nous avons à peu près 10% de la population du Sénégal, constituée par des partis politiques, des politiciens professionnels, qui vont du 28 au 4 se réunir pour discuter. Moi, je préfère d'autres formes de consultation. Lesquelles? Donc, nous avons été des acteurs. On nous a consultés en tant qu'organisation de la société civile sur la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique. Qui est encore là, 70% de la population de ce pays. Qui dort encore dans les tiroirs, l'application. Mais non, ils sont en train de... Cela vient de se faire il y a à peine 1 mois à la salle. Ça a été appliqué? Que nous avons... Ça attend d'être... Il faut que ça puisse d'abord être adopté. C'est des consultations. Oui, mais le problème, si j'insiste sur cette question, c'est que cette loi-là, depuis Abdoulaye Wade, on en parle. Non. Alors, vous n'avez pas compris. C'est une révision. Pastoral. Il y avait une loi qui était là. Oui. La LOASP, la loi d'orientation agro-silvopastorale. Tout à fait. Et les nouvelles autorités ont dit, il faut qu'on la révise. Voilà. Pour la réviser, ils ont procédé à une consultation de tous les acteurs. Alassane, ça on le veut ou non? Bien sûr.
La consultation, c'est la première base pour pérenniser une politique publique. Si vous faites une politique publique en dehors de ceux sur qui cette loi va s'appliquer, mais vous êtes sûr que dans 2 ans, cette loi, elle ne va jamais pouvoir être mise en œuvre. Donc, ils nous ont consultés. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que ce type de consultation, c'est bien le dialogue politique. Parce qu'il faut que les acteurs politiques s'entendent entre eux pour qu'il y ait comme un pacte social qui puisse nous permettre de travailler. Donc, qu'ils y aillent avec le dialogue politique. Mais les questions sur lesquelles on doit parler et sur lesquelles on doit se prononcer, c'est l'agriculture. 1000 milliards de plus de produits importés, ça n'est pas durable, ça n'est pas viable. Donc, allez demander aux gens, mais pourquoi les produits qui sont issus de l'agriculture, de la sylviculture, la politique halieutique, pourquoi on ne les consomme pas? Et nous avons été consultés sur cela. Ça, je dis, c'est un modèle que j'aime bien. On a été consultés sur la politique de santé. Encore la semaine dernière, on nous a regroupés pour nous dire le Sénégal a aujourd'hui choisi, et quand je parle de modèle, vous le verrez bien là, le Sénégal a choisi de laisser la politique curative qui était l'orientation stratégique pour aller vers une politique prévention et promotion. C'est Alma Ata qui revient et où on nous dit la santé c'est d'abord la prévention. Mais éviter d'être malade, c'est bien mieux que de dire quand je tomberai malade, je pourrais me soigner. Donc ça, c'est une orientation sur laquelle nous avons dit il faut le faire. Nous venons d'avoir une session avec le ministère chargé du budget, où il s'est agi de discuter du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2026, 27 et 28. Quelles sont les ressources qui vont être mobilisées par ce pays? À quoi ça va utiliser et quels sont les mécanismes par lesquels nous pourrons suivre l'utilisation de ces ressources pour aller vers plus d'efficacité et d'efficience des ressources qui sont mobilisées. Ça, ce modèle de consultation me semble être quelque chose dont ce pays a besoin, plus que peut-être le côté politique, mais enfin, mes collègues politiques. Ces consultations, on a l'habitude de les voir dans ce pays-là. Mais le problème fondamental, c'est qu'après, on fait quoi avec? On a souvent des consultations sectorielles dans beaucoup de domaines qui sont clôturées par des rapports dont on n'a pas toujours l'impression que c'est mis en œuvre, en tout cas de manière optimale et dans la durée, pour qu'on puisse sentir les répercussions. Espérons que à travers ces nouvelles consultations, que la démarche soit différente. On peut avoir de l'espoir parce que le mal a été tellement diagnostiqué, dit, répété, au point qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais savent qu'il faut arrêter avec les rapports qui dorment dans les tiroirs. Maintenant, la question c'est, et je suis tout à fait d'accord avec M. Kanouté, en disant qu'il est important de consulter, rassembler et mettre en avant toutes les parties prenantes concernées par les différentes orientations qu'on voudrait mettre en place. Donc, si les choses se font de manière inclusive de cette manière-là, c'est très bien. Il faudrait qu'on aille maintenant beaucoup plus loin, mais surtout, et peut-être que c'est là où il y a un défi. On entend assez souvent des gens de la société civile dire que nos gouvernants actuels ne semblent pas être réceptifs et ne sont pas toujours à l'affût dès lors qu'il y a une toute petite once de divergence dans le propos. Ils sont réfractaires à la différence, en quelque sorte. À la critique. À la critique ou à la différence. Il faudrait qu'on aille dans le sens d'accepter des positions différentes, des arguments qui ne sont pas totalement alignés à leur vision et à leur manière de faire. C'est le sens de la démocratie. C'est le sens de la démocratie. Et ça permettra de pouvoir optimiser sur les orientations. C'est une question, peut-être, en termes de méthode qu'il faudrait encourager. C'est accepter de ne pas être populaire auprès de certaines communautés, tout en les écoutant, tout en analysant ce qu'ils peuvent dire et surtout leurs préoccupations, c'est quoi? C'est faire en sorte de réconcilier le Sénégal.
entre 2021 et 2024, il y a eu beaucoup de tensions politiques qui sont passées. Il est important de fractures. Il est important que les Sénégalais soient réconciliés, qu'on retrouve un Sénégal dans lequel tout le monde agit dans le sens de l'intérêt national, tout simplement. Qu'on retrouve un calme. Et moi, c'est ce qui me permet de dire OK pour le dialogue politique. Au moins, si ça peut permettre d'apaiser les cœurs et de mettre le pays sur une autre trajectoire et que les gens ne soient pas seulement dans les médias pour dénoncer, mais qu'ils soient dans une logique plutôt constructive, pourquoi pas. Mais il est important qu'on accepte la différence et qu'on accepte d'avoir des positions qui ne sont pas toujours convergentes et qui permettent de pouvoir porter des projets importants. Ça, je pense que sur la méthode, c'est quelque chose qui pourrait être fondamental. Oui, tu as la paire qui dit qu'elle ne participera pas au dialogue politique, la République des valeurs. Tu as les serviteurs de Pape Djibril Fall. Et tu as d'autres qui disent oui, on va y aller, mais on va quand même voir ce qui va se passer. Je pense que c'est une erreur, surtout à ce stade, de ne pas y aller. Chaque parti qui décide de ne pas y aller a ses propres raisons. On ne va pas forcément les remettre en cause ici. Mais de mon point de vue, on est dans un contexte où il est important que l'on se retrouve autour des tables et qu'on présente nos divergences de sorte à ce qu'on puisse tirer une synthèse capable de porter les orientations à venir. Et je pense que des partis responsables historiques comme le Parti socialiste, comme l'AFP, comme ces différentes organisations qui ont accepté, comme le Rewmi de Idrissa Seck, qui ont accepté d'aller au dialogue, c'est une très bonne chose. Qu'on ne soit pas dans la dénonciation systématique. J'ai beaucoup aimé la responsabilité de quelqu'un comme Anta Babacar Ngom qui a dit j'y vais tout en marquant son ancrage dans l'opposition. Et c'est de cette manière-là aussi qu'on sache se parler même si on n'est pas du même bord. Et aujourd'hui, je pense que le Sénégal a besoin de partis politiques en tout cas plus responsables et de ne pas être dans l'opposition systématique et dans la politique politicienne. Et le Sénégal dans la sous-région aujourd'hui, avec la diplomatie sénégalaise sous-régionale. On a vu le Premier ministre aller au Burkina Faso, se rapprocher un peu de la jeune qui est sur place. On a vu des visites au Mali, un peu partout. Le président Diomaye doit aller à Guinée-Bissau bientôt. Comment on analyse cette diplomatie sénégalaise aujourd'hui? Mais la politique de bon voisinage, c'est toujours quelque chose qu'il faut encourager. Parce qu'Alassane, il va le savoir que quand on crie, c'est d'abord le voisin le plus proche. Mais sauf qu'au Mali, ce n'est pas des démocraties, c'est des putschistes. Ben oui, d'accord. D'accord. Mais c'est des gens qui ont pris le pouvoir par la force. Cela n'empêche qu'on doit leur parler. Il faut qu'on leur parle. La CEDEAO parle à ces gens. Parce que c'est quand même des gens de l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'on puisse aller les écouter, voir quelles sont leurs positions sur certaines des questions. Qu'est-ce qui est demandé? Nous, en tout cas, organisations de la société civile et même les médias, notre préoccupation par rapport à la CEDEAO, nous l'avons toujours mise sur la table en disant il nous faut une CEDEAO plus souveraine. Il nous faut une CEDEAO plus autonome, plus indépendante. Et qui est principalement arc-boutée à réaliser les besoins des populations, des peuples de la CEDEAO. Guy Marius Sagna est parti de le dire en des termes crus. Mais c'est peut-être aussi qu'il a porté un message qui est partagé par la plupart des habitants de la CEDEAO. Dire nous voulons une CEDEAO qui soit plus autonome, plus indépendante, plus souveraine. Donc, s'il y a des gens, des pays, Guinée, Mali, Niger, qui décident de sortir de la CEDEAO, allons les écouter, allons leur dire c'est quoi le problème, quelles sont vos préoccupations. Et il faut toujours dans le monde politique qu'on ait des passerelles. Et à mon avis, un voyage du président ou du premier ministre dans ces pays-là doit d'abord nous servir à recueillir les préoccupations de ces pays, dire aussi ce que nous en pensons. Alassane, la société civile s'est toujours plainte du fait que la CEDEAO ne nous paraissait pas autonome ou suffisamment souveraine. Des problèmes économiques dans la CEDEAO ne sont pas toujours pris à bras le corps par cette organisation. Allons leur parler. Je n'y vois pas de mal. Oui. Je pense que le Maroc n'est pas une démocratie. C'est clair.
l'Arabie Saoudite n'est pas une démocratie, le Qatar n'est pas une démocratie. Pourtant, on se rue vers ces pays-là pour leur parler. Pourquoi? Parce qu'on y voit des intérêts. Donc, pourquoi on refuserait de parler à nos voisins, comme il dit, quand on a des problèmes, c'est vers eux qu'on s'ouvre d'abord. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Il ne faut pas rester dans l'argumentaire des pays occidentaux en refusant de dialoguer sous prétexte que dans tel pays, on n'est pas dans une démocratie. On sait tous que même s'il y a des divergences, même s'il y a des oppositions par-ci, par-là dans ces pays, c'est aussi le résultat d'un engouement populaire qui a permis à ces gens-là d'arriver au pouvoir et de pouvoir y rester malgré toutes les pressions qu'on a pu connaître de manière importante. Donc de ce point de vue-là, aller parler à ces différents pays est une très bonne chose. Des pays qui ont suspendu les partis politiques. Ce sont des présidents qui sont autoproclamés pour être des présidents pendant 5 ans, un mandat de 5 ans. Au Maroc, c'est un régime qui a été choisi, c'est une royauté. L'Arabie, c'est une royauté qui a été acceptée par les populations. Là, c'est la démocratie. Non, je ne dis pas le contraire, mais à un moment donné, les gens se sont entendus à partir de crises pour pouvoir installer une royauté ou en tout cas un système politique national sur lequel les gens se sont entendus. Nous sommes dans un processus dans ces pays-là. Il est important que ces processus puissent prospérer. Il y a eu des coups d'État en Afrique. Les pressions de la France, de l'Union européenne, de certains États avaient fait que la transition s'est déroulée de manière beaucoup trop rapide et on connaît les conséquences. On rebascule dans des situations difficiles à chaque fois. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le temps de bien préparer les transitions de sorte à ce que les pays soient stabilisés? Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas rester dans des positions dogmatiques par rapport au système politique, démocratie ou pas démocratie. Il faut surtout analyser en profondeur ces dynamiques qui se passent et savoir que ça traduit aussi une ère de plus de demandes de souveraineté, plus de demandes d'une identité africaine et plus de volonté de s'affirmer des pays africains. Dans certains pays, cette demande de souveraineté n'est pas un prétexte pour rester au pouvoir. Les militaires qui doivent défendre le pays qui est attaqué par des djihadistes, il y a des populations qui meurent tous les jours parce qu'attaquées par des djihadistes qui sèment la terreur, que les militaires laissent les frontières, viennent s'installer dans les capitales et parler de souveraineté, et que ce n'est pas un prétexte pour rester au pouvoir. Moi, ma conviction est que la population est plus forte que tout régime. Et que si les populations, à un moment donné, ne se retrouvent plus dans un régime, d'une manière ou d'une autre, le régime va partir. Donc, si les gens ont la possibilité de rester, c'est parce que c'est voulu par la population. Et à partir de ce moment-là, soyons dans une dynamique de proposition de valeurs capable d'accompagner cette dynamique-là dans ces pays pour pouvoir servir une offre politique souveraine capable de sortir ces pays de ce développement. Et je pense que de cette manière-là, on pourrait avoir ce qu'on a appelé ici CEDEAO des peuples et non pas CEDEAO des chefs d'État. Oui, mais Kanouté, des militaires qui prennent le pouvoir par des coups d'État qui s'installent, qui disent écoutez, il n'y a plus d'élection, on est choisi pendant 5 ans, comme au Mali, Assimi Goïta, qui interdit les partis politiques. Au même moment, le pays est à feu et à sang parce qu'il y a des djihadistes qui installent la terreur un peu partout. Les populations sont tuées, sont dans le désarroi. Comment peut-on comprendre cela? Alassane, il nous faut comprendre les raisons qui expliquent que certains des pays avec des richesses naturelles extraordinaires, comme le Mali, le Niger, la Guinée, que des pays comme ça, à l'image de beaucoup d'autres pays qui ont aussi beaucoup de richesses, n'arrivent jamais à avoir une stabilité politique. Il nous faut nous interroger sur ça. Pourquoi? Mais l'une des raisons, c'est tout simplement que il y a d'autres pays qui ont des intérêts peut-être à ce que cela ne soit pas le cas. Et ça, il faut qu'on garde ça quand on analyse les situations comme celle-là. Est-ce que c'est une raison, peut-être, de chasser les Occidentaux et d'installer les Russes? Est-ce que ce n'est pas changer Jean et Abdel Paul? Mais écoutez, quand les Russes sont dans ces pays-là. Quand il y a un pays qui a des richesses aussi importantes comme l'or, ou le Niger avec l'uranium, et qu'il y ait d'autres pays
qui ont des intérêts extrêmement élevés. Ça pose des enjeux commerciaux, diplomatiques, économiques extrêmement élevés. Tout à fait. Dont il nous faut intégrer quand on analyse les situations de ces pays-là. Bien sûr. Et alors, quand certaines personnes se lèvent et disent « nous voulons avoir une meilleure mainmise, un meilleur contrôle sur nos propres ressources », ça va certainement créer des frictions entre vous et ces autres pays qui ont des intérêts spécifiques derrière ces exploitations-là. Nous sommes obligés d'en tenir compte, surtout pour des gens qui disent qu'ils veulent aller vers plus de souveraineté. Mon avis est que, oui, on a des situations comme celle-là où on se retrouve avec des pays qui sont carrément à l'arrêt. Si on entend certains de nos amis qui sont dans ces pays, certains de nos collègues qui sont dans ces pays, mais souvent, ils nous interpellent en nous disant « Est-ce que vous savez tous les intérêts qui sont en jeu en ce moment dans notre pays? Donc, quand vous portez des jugements, soyez circonspects, soyez prudents. » Je me souviens, Chérif Moumina Sy, qui avait été ministre de la Défense au Burkina Faso, après des efforts extraordinaires pour essayer de stabiliser le pays, un jour, on a eu presque ras-le-bol en disant « Est-ce que la France a des intérêts à ce que le Burkina ne puisse pas avoir la paix ?» Quand un homme politique de cette envergure et à ce niveau rompt la diplomatie, si je puis dire, bien sûr, la courtoisie diplomatique, la discrétion diplomatique, et pose des questions comme ça publiquement, alors il faut que nous, on commence à s'interroger sur les réelles motivations qu'il y a, pourquoi il n'y a pas de paix dans ces pays-là. Est-ce que la solution, c'est de changer de partenaire extérieur? Non, la question, ce n'est pas de changer de partenaire extérieur, c'est de pouvoir mettre en avant ses intérêts. Comme on disait, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Absolument. Et à partir de ce moment-là, savoir, en fonction des besoins et des offres qui sont sur le marché, quelle relation entretenir avec tel ou tel partenaire. Que ce soit des partenaires de notre sous-région, mais aussi que ce soit des partenaires au niveau international. Que nous ne soyons pas interdits de parler à la Russie, de parler à, je sais pas, aux Émirats arabes unis, de parler à l'Afrique du Sud, au Maroc, à la France ou aux autres, aux États-Unis. Il faut qu'on soit capable de mettre en avant nos intérêts parce que c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, si la France, en tant que pays francophone, a comme principal partenaire en Afrique le Nigeria, cela veut dire quelque chose. Et il nous faut aussi... Justement, c'est l'intérêt des pays africains, justement, de la sous-région, c'est pas de renforcer l'intégration. Ah, mais bien sûr, de toutes les façons, économique, de toutes les façons, on ne peut pas s'en sortir sans intégration. Donc ça, c'est une conviction très forte. Mais avoir de l'intégration ne signifie pas ne pas aller chercher d'autres voies de partenariat avec des partenaires extérieurs, et c'est être capable de marcher avec nos deux pieds qui constituera, de mon point de vue, la solution. Merci infiniment à Birahim Gueye, professeur titulaire des universités, agrégé en sciences de gestion, Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à Amadou Kanouté, président fondateur de Consider Africa. Au micro, Alassane Sambodji, à la technique, Birahim à la crime, Birane Cissé, bien sûr. Bonne journée à tous.